sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été travaillée donc, avec Green Tag et les centres Leclerc de Templeuve et de Wattrelos, donc nord de la France. Merci. Donc on a décidé donc, de dire stop au gaspillage alimentaire. On a mis plusieurs actions en place, alors des actions qui ont réussi et d'autres qu'on a abandonnées parce qu'elles n'étaient pas pérennes. Pour commencer, je vais vous présenter qui on est, parce que ça c'est important aussi. Donc d'abord le mouvement Leclerc, qui est la première enseigne européenne de commerçants indépendants. Donc dès la création du mouvement, Édouard Leclerc a souhaité regrouper les commerçants indépendants propriétaires de leurs entreprises et qui vont gérer de façon autonome. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place des choses en magasin en toute autonomie. Les centres Leclerc donc de Templeuve et de Wattrelos sont deux PME familiales. Ils vont jouer d'une situation géographique complètement différente. Le Leclerc de Templeuve qui est en zone rurale et le Leclerc de Wattrelos qui est en zone urbaine. Donc du coup c'est intéressant d'avoir cette différence de géographie pour montrer que ça peut marcher aussi bien dans le rural que sur la partie urbaine. Partie urbaine en plus où au niveau social c'est un petit peu plus difficile avec un panier moyen en général qui est beaucoup plus bas aussi, mais ça fonctionne quand même. Notre but c'est d'avoir une distribution à échelle humaine et donc de contribuer à la vie locale tout en étant respectueux de l'environnement, de l'homme, du fournisseur au client, mais aussi de nos collaborateurs. Donc le petit historique de nos centres, donc Monsieur et Madame Bocher ont repris le magasin Lyon-Codec en 89 et ils ont donc adhéré au mouvement Leclerc en 90. En 93, ils ont racheté le magasin Leclerc-Wattrelos, donc lui il était déjà sous enseigne Leclerc. Magasin qui avait des problèmes un peu économiques et qu'il a fallu redresser. Sur Wattrelos, il y a eu plusieurs agrandissements, dont le plus grand en 2006. En 2006, on a agrandi la galerie et ça nous a permis de créer Presse, Parapharmacie et Optique, toujours dans l'optique Leclerc. Magasin de Templeuve ensuite qui s'est agrandi avec la création d'une heure pour soi de la parapharmacie et de l'optique. En 2011, on a ouvert les audioprothésistes et en 2012, on a ouvert les entrepôts Drive de Croix et de Fretin, qui sont deux entrepôts satellites qui livrent chacun trois centres de retrait pour les clients. Donc on prépare un endroit et le client vient chercher un autre. Donc la configuration des magasins, donc Wattrelos c'est 5700 m² de surface de vente, 218 collaborateurs et 208 CDI. En 2013, c'est plus d'1 300 000 clients, plus de 21 400 000 produits vendus, avec une moyenne d'articles de 16,5 par client et 23 000 tonnes de marchandises. Templeuve, 100 250 m², 217 collaborateurs, 203 CDI. En 2013, c'est plus de 900 000 clients, plus de 19 600 articles vendus, ce qui représente 21 articles en moyenne par client et 22 000 tonnes de marchandises. Donc ensuite, on a nos deux entrepôts, Croix et Fretin, donc qui ont une année d'existence. 41 collaborateurs et 39 CDI sur Croix et 43 collaborateurs et 42 CDI sur Fretin. Donc 2013, presque 120 000 clients, plus de 4 millions d'articles vendus, 35 articles en moyenne par client et 3 600 tonnes de marchandises. Et pour Fretin, 93 000 clients, 3 400 000 articles, 37 articles en moyenne pour 2 988 tonnes. Ensuite, Green Tag, qu'on n'oublie pas, puisque c'est une agence marketing environnemental qui a été créée par Thomas Pocher et qui va prendre en charge la création, le suivi des projets de développement durable et l'accompagnement des magasins, avec des relais en magasin. Moi, je suis relais magasin sur Wattrelos, et donc en charge de la lutte contre le gaspillage. Donc Green Tag a mis en place plusieurs actions et plusieurs projets pour diminuer le gaspillage alimentaire en hypermarché. Le but, c'est d'avoir une meilleure gestion environnementale
Et donc on s'engage depuis 2010 dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire. On a participé pour ça au projet Green Cook. On a été partenaire pour la partie distribution. Donc le gaspillage, lui, il est en lien direct avec les déchets, qui représentent donc pour les magasins plusieurs enjeux environnementaux, économiques et éthiques. Et le but, donc, c'est d'étendre toutes les actions aux différents déchets qu'on peut avoir en magasin pour avoir une gestion plus maîtrisée et plus pérenne de l'ensemble des flux qu'on va avoir en hyper. Donc l'historique de GreenTag, donc la création en 2008, lancement de l'affichage environnemental en septembre. Donc là, le but, c'était d'afficher l'équivalent CO2 sur tous les produits qu'on vendait en magasin. Ça a été un travail de longue haleine, puisqu'il fallait pouvoir identifier de l'origine de la production jusqu'à l'arrivée en magasin, plus la prévision de ce qui se passait aussi chez le client, puisque chez le client, sur un produit frais par exemple, c'est conservé dans un réfrigérateur, et donc on a aussi émission de CO2. En juin 2009, on a réalisé le bilan carbone donc, des 3 magasins, l'ILFIV faisant partie du groupe, mais moins engagé dans la démarche aujourd'hui, puisque ça fait moins longtemps qu'il nous a rejoints. En 2010, donc, le lancement du projet Green Cook, et le lancement du projet Nos boîtes aux lettres respirent. On a essayé d'arrêter la distribution des prospectus. Alors pourquoi essayer? Parce que ça n'a pas marché du tout. On a eu un très mauvais retour sur ce genre d'expérience parce que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à ne plus avoir de prospectus dans leur boîte aux lettres. Ils ne sont pas prêts à aller chercher l'information sur Internet puisque les prospectus sont reliés sur nos sites, mais ils n'étaient pas prêts du tout à l'époque. Et donc, on a abandonné le projet. 2011, projet Alliance locale. Donc là, c'est vente de produits locaux dans nos hyper. Donc des partenariats avec des producteurs locaux qui livrent directement en magasin ou on va chercher directement aussi les produits chez eux. Moi, je fais l'expérience à peu près toutes les 15 jours et 3 semaines où je vais dans une ferme et je vais chercher le fromage et je le ramène en magasin. Et ça marche super bien, les gens sont ravis de ce genre de produit et on relaye ces informations-là par des prospectus internes de manière régulière pour pouvoir promouvoir ces produits d'Alliance locale. Et puis en 2012, donc le lancement du projet Atelier Gourmand. Donc, les ateliers gourmands sont des produits qu'on va revaloriser, on transforme, et ça je vous montrerai après, les produits qui sont trop bons pour être jetés. Alors rapidement également le projet Green Cook parce que ça a été pour nous un gros travail avec Green Cook. Ça nous a permis aussi d'avancer, je pense, plus rapidement dans la démarche. Donc projet Green Cook financé par Interreg IVB, qui est un programme européen visant à développer sur le territoire une zone compétitive et durable. Donc 8 pays, Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Irlande et Suisse. Le projet Green Cook vise à réduire le gaspillage alimentaire et donc de faire de cette zone un modèle de gestion alimentaire en travaillant sur le rapport du consommateur à la nourriture. Le gaspillage, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur qui est en lien direct avec la gestion des déchets, la consommation et le changement climatique. Donc, en moyenne, un Français jette 7 kg de produits qu'il n'a pas déballés. Et à ces 7 kg, il faudra rajouter en plus les restes de repas, les légumes qui vont être abîmés et le pain, puisque ça n'a pas été pris en compte dans l'étude de l'ADEME. Environ un quart de la nourriture achetée par les Français termine aux ordures ménagères. Donc le gaspillage a des impacts néfastes, des dépenses déjà pour les ménages qui achètent de la nourriture et puis qui ne la consomment pas, pour les collectivités puisqu'il faut traiter les déchets, pour l'environnement puisqu'on va utiliser des ressources
pour qu'elles soient directement mises aux ordures ménagères, et puis pour le monde en général en lui-même. Donc le but de Green Cook, c'est de créer un effet levier en créant une dynamique, en mobilisant l'ensemble des acteurs de l'alimentation. Donc le partenariat permet de démontrer une plus-value de l'action commune et va faire émerger, on espère, un nouveau modèle d'alimentation durable en s'appuyant sur 3 thèmes: les habitudes de consommation des ménages, les cantines et les restaurants d'entreprise, les cantines scolaires et le circuit de la grande distribution. Alors, avant de pouvoir commencer une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, il nous a fallu faire un constat et de faire le point de pourquoi s'engager sur une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, les pertes alimentaires ont lieu tout au long de la chaîne alimentaire et donc représentent un enjeu important pour la société. L'objectif, c'est de construire un système alimentaire durable. Donc, tout au long de la chaîne de production et de la consommation, des denrées sont gaspillées. Le producteur de légumes gaspille aussi des produits, par exemple, quand il laisse des pommes de terre dans son champ, parce qu'elles ne sont pas calibrées, elles ne passent pas dans sa machine. Et on a déjà un premier gaspillage chez le producteur, et puis ça continue dans les ménages quand on achète et qu'on jette directement. Et puis nous, distributeurs, puisqu'on achète aussi, et puis il y a des produits qui vont à la poubelle et qui des fois sont en réserve et voient même pas le jour du magasin. Ça peut arriver aussi. Donc c'est un vrai problème de société aujourd'hui et ça a un impact sur notre environnement et ça génère donc un impact important sur la déchet et la consommation des matières premières. Donc le gaspillage alimentaire en grande distribution, ça représente les produits jetés qui ne sont plus à destination de la consommation humaine. Ça va être la part de déchets alimentaires qu'on ne peut pas valoriser. Et c'est la part de déchets alimentaires qui pourrait éviter d'être produite par des actions de revalorisation. Les phases les plus critiques en termes de gaspillage, c'est au moment de notre approvisionnement, puisqu'on peut avoir des produits qui vont arriver en magasin, la chaîne du froid ne va pas être respectée, ça part à la poubelle. Une palette qui arrive qui n'a pas été correctement conditionnée par le fournisseur ou par la centrale, la palette tombe, on a de la casse, on jette. Au niveau de la gestion des rayons aussi, puisque ce qu'on veut, c'est avoir des rayons attractifs, donc des rayons pleins. On peut avoir des erreurs de commande aussi, le temps. On a prévu du barbecue et puis malheureusement, il pleut ce week-end, et c'est dommage, mais le barbecue, on ne le vendra pas. Et puis après, le comportement des clients aussi, qui sont pas forcément respectueux des produits qu'on met en rayon, puisque régulièrement on va retrouver dans les bacs surgelés de la viande par exemple, le client il a choisi un produit puis il n'en veut plus. Donc il va s'en débarrasser, donc il va le mettre dans un congélateur ou il va le mettre dans un rayon, épicerie, en textile, on peut en retrouver vraiment partout. Donc nous on doit être vigilant quand on fait le tour du magasin, d'essayer d'éviter ce genre de gaspillage. Donc le gaspillage alimentaire, donc on revoit approvisionnement, gestion des rayons et comportement client. Nous, le périmètre de l'étude, on l'a fait sur ce qu'on peut maîtriser, ce qui est la gestion de nos rayons. Donc retrait des produits à date, les petits étiquetages erronés et retrait fruits et légumes abîmés. Donc l'objectif du constat, c'était de quantifier et d'analyser et de savoir quels rayons et quels produits généraient le plus de gaspillage. On a estimé le coût de ce gaspillage, on a essayé de trouver des voies de valorisation sur les produits invendus au sein du magasin. L'objectif, c'était aussi de réduire l'impact social, environnemental et économique des invendus et de favoriser la consommation humaine. Donc au niveau de la méthodologie, on a fait le point d'abord avec les chefs de rayon pour pouvoir comprendre comment eux travaillaient, comment ils commandaient, comment ils mettaient en rayon, comment ils géraient
leur gaspillage. On a réalisé ensuite des synoptiques sur les flux de marchandises pour savoir, donc à partir du moment où ça rentre en magasin, quel circuit ça va prendre pour arriver jusqu'au client ou jusqu'à la poubelle. On a établi des données avec des poids bruts, donc ça qu'on a obtenu de notre prestataire de collecte pour savoir quelles étaient les quantités de déchets qui étaient retraités, et des données en poids net et financières qu'on a extraites de notre logiciel de gestion. Donc la partie financière, on a bien réussi à l'extraire, parce que ça c'est facile. Par contre sur le poids, c'est un petit peu plus difficile. Donc on a un stagiaire qui a travaillé dessus pendant 6 mois pour pouvoir faire un lien entre la donnée financière et la donnée poids. Donc la caractérisation du déchet alimentaire avant le travail de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on passe la commande, on réceptionne les marchandises. Donc la marchandise, elle est soit mise en stock, soit mise en rayon. De la mise en stock, on peut avoir de la transformation. Donc là, ce sera les produits de boucherie, de boulangerie, de pâtisserie. On mettra en rayon et une partie de la transformation ira à l'équarrissage pour les déchets de viande. Une fois mis en rayon, ce sera soit acheté par le client, soit retiré de nos rayons parce que ça arrive à date, soit en retrait ou rappel, puisqu'on a des retraits et des rappels de produits qui sont demandés par les fournisseurs quand il y a un problème sur le produit. Ensuite, ça part à l'élimination. Donc, la meilleure méthode, c'est la méthanisation par compostage. Donc, nous, tout ce qui est déchets fermenticibles est géré à part et c'est envoyé au centre de valorisation organique qui se trouve à Sequedin, juste à côté de Lille. Et avec ces déchets organiques, ils font de la méthanisation. Quand ils ont commencé à faire la méthanisation, c'était pour alimenter les bus de la ville en méthane et aujourd'hui, ça retourne directement dans le réseau. Donc on a de l'incinération avec récupération d'énergie, de l'incinération sans récupération d'énergie et on a de la mise en décharge. Donc il y a des flux qu'on ne va pas pouvoir maîtriser, ce qui est l'équarrissage et les retraits-rappels. Et puis on a des flux qui vont être moins quantifiables sur tout ce qui est incinération, mise en décharge, c'est moins précis par rapport à la méthanisation. Alors le gaspillage alimentaire en 2012 sur le magasin de Templeuve, c'est 199 tonnes, avec une proportion importante sur fruits et légumes, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, la boucherie, volaille et puis charcuterie traiteur, puisqu'on va être sur des produits frais. Et donc forcément avec des produits beaucoup plus fragiles et des dates beaucoup plus courtes que sur des produits d'épicerie. Par contre, la poissonnerie, vous voyez, on est sur un produit court, mais on gère beaucoup plus facilement les flux puisqu'on va être livré tous les jours sur des produits de poissonnerie. Alors, l'analyse du gaspillage alimentaire montre que boulangerie, viennoiserie a la plus grande part du gaspillage alimentaire et ensuite on aura fruits et légumes et boucherie, volaille. Donc boulangerie, viennoiserie, un pain on le vend que sur la journée, on ne le vend pas le lendemain. Et la viennoiserie, on met 3 jours de date, mais on la vend aussi que sur la journée. Donc c'est retiré des rayons le lendemain. Les fruits et légumes sont des produits qui vont être fragiles. Et puis boucherie, volaille, on a des dates très courtes dessus. Sur la boucherie, on va être en moyenne à 4 jours. Et en volaille, on va être à 6 jours. Donc la boulangerie pâtisserie c'est 53 tonnes et les fruits et légumes 33 tonnes et la volaille 29 tonnes avec un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc on retrouve la volaille et la pâtisserie et les produits élaborés de boucherie, des produits qui ont des dates courtes. Donc l'analyse ensuite, la volaille qui arrive en tête en termes de montant, donc boulangerie-pâtisserie en termes de poids et puis la volaille en termes de chiffre d'affaires. Et on était donc à 7% en moyenne sur 2011 sur la volaille. Donc il y a de quoi faire.
Donc l'étude qui a été réalisée par Greentag pour déterminer le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, le magasin de Templeuve génère 1% de gaspillage de son chiffre d'affaires, ce qui représente la même proportion de résultats économiques nets du magasin. Donc on jette autant que ce qu'on gagne aujourd'hui. Et puis après, en termes d'environnement, ce qu'on jette, c'est l'équivalent de plus de 230 000 repas qui sont mis à la poubelle. Et 6 500 kilos équivalent CO2 émis, juste pour mettre à la poubelle. Donc on a, grâce à notre stagiaire, pu évaluer des chiffres d'affaires et du poids, et donc 100 000 € de casse, aujourd'hui c'est 20 à 30 tonnes de produits qui vont pouvoir être récupérables. Donc ça sont des produits récupérables qui du coup ne généreront pas de déchets et du coup pas de coût de traitement de déchets pour le magasin. Donc 1 € gaspillé, c'est 400 grammes gaspillés. C'est ce que nous on sert quand on fait nos équivalences. Alors pour réduire et valoriser les vins invendus, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire de la prévention, nous à notre échelle, en magasin, et faire en sorte que ça puisse être réutilisé. Et puis après, faire en sorte que le déchet soit valorisé le mieux possible quand on peut pas le réutiliser. Donc en faisant en sorte de faire de la méthanisation par compostage en priorité, et puis de choisir les autres filières ensuite, puisque les autres filières, elles, sont moins bonnes pour l'environnement. Alors comment on fait pour prévenir? Alors, l'objectif, c'est de diminuer le gaspillage en magasin. Et donc, pour ça, c'est d'optimiser la gestion des articles en magasin en enregistrant correctement tous les mouvements d'entrée et de sortie pour savoir exactement ce qui rentre en magasin et ce qui sort et comment ça sort. Si c'est vendu, si c'est jeté, si c'est donné ou si c'est retransformé en magasin. Pour ça, on a un outil informatique et le but, c'est d'utiliser l'outil informatique à 100%. On s'est rendu compte que l'outil informatique n'était pas correctement utilisé par les commerciaux. Et donc on les a accompagnés sur le déploiement de ce qu'on appelle chez nous la proposition de commande, puisque l'outil informatique est capable de proposer aux commerciaux ce qui est au mieux d'être commandé. Alors ça ne marche pas à 100%, mais à 90% ça marche. Donc l'outil informatique va prévoir les ventes en fonction de ce qui a été vendu dans les 2 semaines précédentes. On a un stock optimal, donc le stock optimal c'est ce qu'on veut avoir en rayon. En rayon à la fermeture, par exemple, une danette, j'en veux 4. Je veux 4 danettes chocolat tout le temps dans mon rayon. Il va enlever le stock qu'on a déjà. Il va enlever ce qui est prévu d'être reçu. Et là, il va nous proposer une quantité à commander. Et puis l'objectif, c'est d'éviter le déchet, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ensuite, dans la partie prévention, on anticipe aussi. On anticipe une seconde vie du produit en enlevant des rayons les produits avant qu'ils ne soient plus bons pour pouvoir les transformer ou pour pouvoir les donner. Donc ça fait par ça les jours de retrait qui vous sont présentés, la norme de retrait anticipé, ça a été établi par le GALEC et la Commission Qualité et Développement Durable du GALEC il y a quelques années. On nous encourage de l'utiliser dans la mise en place des certifications de service du magasin. Donc à partir du moment où le magasin est certifié, il doit avoir des normes de retrait. Donc ça, c'est la préconisation du GALEC. Le magasin peut faire ce qu'il veut à partir du moment où il met en place une charte. Donc nous, ça c'est la nôtre aujourd'hui.
Ce qui va permettre d'avoir une consommation minimale restante au client une fois qu'il a acheté le produit aussi. Il va acheter du beurre, il aura au minimum encore 6 jours pour le consommer. Après, vous allez me dire, sur le steak haché, il y a 15 jours. Le problème, c'est que le steak haché, il va arriver à 6 jours de vie en magasin. Et ça va être compliqué pour nous d'enlever un produit à 6 jours. On essaye d'établir des règles du 2 tiers, 1 tiers un petit peu. À peu près donc 2 tiers en magasin et puis 1 tiers chez le client. Donc l'exemple, donc le 14, les DLC ou DLU qui seront antérieurs au 21 devront être retirés. Et à l'ouverture du magasin, on trouvera en magasin les produits du 21 et plus pour un yaourt par exemple. Donc l'avantage, c'est le jour de vie qui va être restant pour nous effectuer des transformations en magasin et de pouvoir donner une seconde vie et de donner un confort d'achat aussi aux clients. Alors le don, qui est un très bon moyen qui coûte pas grand-chose et qui peut faire gagner de l'argent en magasin pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc le contexte, là on est reparti, c'était sur Waterloo, donc 492 tonnes de gaspillage. Donc en 2011, sur Templeuve, c'était 18% des produits retirés de la vente et 80% des invendus, donc qui rejoignaient le circuit de valorisation énergétique par méthanisation. L'objectif, c'était d'augmenter la fréquence des collectes pour arriver à une collecte quotidienne, d'établir de véritables partenariats avec les associations en nommant en magasin un interlocuteur privilégié et d'augmenter la part de dons pour arriver à 50% des invendus alimentaires donnés aux associations. Donc la construction de la démarche, donc on a d'abord mis en place le fonctionnement en interne. Donc définir un responsable de suivi du don qui sera l'interlocuteur privilégié des associations, mais aussi des collaborateurs. C'est important d'avoir un relais entre les deux. Définir un responsable logistique terrain qui sera présent au quotidien pour accueillir l'association quand elle vient retirer les produits. Définir une zone de stockage des produits pour que les produits à donner ne soient pas mélangés avec les produits à vendre. Là-dessus, on a une anecdote. On a une palette complète de produits qui devaient être mis en rayon qui est partie un jour à une association parce que les produits... Bah oui, c'est bien, comme vous dites. Mais pour nous, ça, je l'ai moins. Donc une palette complète qui est partie. Donc c'est pour ça, il faut bien définir. Et puis après, au niveau des règles sanitaires, c'est aussi important de pouvoir correctement séparer les produits. Et donc ensuite, il fallait élaborer une procédure d'enregistrement et de contrôle des produits et du suivi des documents administratifs, puisqu'il faut enregistrer les produits qui sortent pour en assurer la traçabilité, et puis contrôler que les produits donnés soient des produits qui puissent encore être consommés, puisque le don, c'est pas du déchet. Le don, c'est de l'alimentation qui va être remis à des familles pour pouvoir consommer. Ensuite, il fallait déterminer l'offre, donc déterminer le type de produit à donner, estimer le volume pour voir si l'association était capable de pouvoir prendre en charge une certaine quantité de produits en termes de transport et puis en termes aussi de produits à donner, parce que si pour eux fassent du gaspillage, c'était pas le but non plus. Et d'identifier les produits qui pouvaient être donnés, des faux d'aspect, des quarts de tri ou de retrait. Ensuite, trouver les associations répondant aux attentes. Donc, il faut lister les associations qui sont autour de notre périmètre, rencontrer les associations pour recueillir leurs besoins, mais aussi leurs contraintes. Ensuite, on fait le choix des associations partenaires, on établit des conventions de partenariat, et on signe la convention. Au niveau de la communication interne pour le lancement du projet, parce qu'on a besoin de l'ensemble de nos collaborateurs pour que le projet puisse fonctionner. Donc c'est le balisage des zones de stockage, des réunions d'information avec les chefs de secteur,
des réunions de chefs de secteur qui vont passer le message à leurs équipes, et puis une mise en place de l'affichage de sensibilisation. Alors, le don quotidien, donc ce qui se passe dans nos hyper chaque jour. Donc on a un tri de produits qui est d'abord fait dans le magasin en respectant les conditions d'hygiène et de sécurité des aliments conformes à la réglementation en vigueur. Donc on a fait plusieurs essais de tri en magasin. Et puis on est arrivé, pour moi, à ce qui était le mieux, c'est que le tri est fait directement en rayon. On met 2 palettes. Et puis sur une palette, on va mettre des caisses où on va mettre les produits qui, eux, rejoindront la filière déchets. Et puis sur l'autre palette, on y met les produits qui pourront être donnés. Et ça, c'est fait directement en rayon, puisque on l'a testé, les produits étaient retirés, ils arrivent en réception, la réception triait les produits. Le problème, c'est que on avait des produits abîmés, ça coulait sur des produits qui pouvaient être utilisés, donc on générait un autre gaspillage. Et donc le fait que ce soit fait directement en rayon, on évite ce gaspillage. Et en plus, on gagne du temps parce que le tri il est fait directement en rayon et ça marche beaucoup mieux. Le tri des produits doit être fait aussi par les bénévoles quand ils viennent rechercher la marchandise. Ils ont le droit de refuser certains produits. Oui, si ça vous étonne, c'est des produits qui sont pour l'alimentation humaine. Et si on a mal fait, ça peut arriver qu'on fasse mal le tri, qu'il y ait un produit qui soit abîmé à l'intérieur, ils ont le droit de l'enlever. Alors, sur la généralité, tous les produits frais, surgelés et secs peuvent être donnés, avec quelques exceptions, et les boissons alcoolisées, supérieures à 1,2 degré d'alcool, ne doivent pas être données. Nous, on ne donne pas du tout de boissons alcoolisées, comme ça on ne doit pas faire attention quel degré d'alcool il y a dans le produit. C'est beaucoup plus simple, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, sur les produits ayant un risque qui peuvent être donnés, pâtisserie, coquillages, poissons réfrigérés, viande réfrigérée non préemballée, steak haché, abats, farce et produits réfrigérés détériorés, abîmés, présentant un aspect anormal. Donc c'est une liste qui peut évoluer en fonction des avancées réglementaires. Il convient de ne pas donner les produits réfrigérés ou surgelés dans la mesure où ils ne peuvent pas être stockés ou transportés dans le respect de la chaîne du froid. Alors, on est sur du produit à risque. Nous, on est sur du don depuis 2009, donc on a pu travailler sur le maintien de la chaîne du froid de certains produits. On a eu des demandes des associations aussi, en particulier sur des produits viande réfrigérée, et sur des steaks hachés. Donc on a pris le parti de donner aussi viande et steak hachés qui étaient emballés. Ce qui est non emballé, on ne donne pas. Par contre, ce qu'on emballe et ce qu'on emballe nous-mêmes, on le donne aussi maintenant. Par contre, on accentue le contrôle sur ces produits-là. Sur un produit, un steak par exemple, qui va avoir une tache dessus, même si la date est encore bonne, c'est un produit qu'on ne donnera pas. Et comme c'est un accord qu'on a eu avec les associations, eux aussi font attention à ces produits-là pour que ce soit donné dans les bonnes conditions et que si un produit est abîmé, qu'ils ne le donnent pas et qu'ils viennent, qu'ils nous disent que nous on puisse l'enlever aussi de notre liste de produits donnés. Ça fait 3 mois, je crois, qu'on le fait aujourd'hui. On n'a eu aucun retour négatif de ça parce qu'il y a du contrôle. Et puis après, on a les produits formellement interdits. Les viandes hachées non transformées crues, les ovoproduits non traités thermiquement et tout ce qui est coquillage vivant. Là, il y a trop de risques pour la santé humaine pour que ça puisse être donné. Tout ce qui est à base d'œufs. Et viande hachée non transformée, en général, la viande hachée, c'est fait à la demande du client, donc
il y a rarement de déchets là-dessus. Alors, ce qui ne peut pas être donné aux associations, c'est les produits à date limite de consommation dépassée. Quand on dépasse la date limite de consommation, on a un risque pour la santé humaine, donc on ne donne pas. Il faut donc tenir compte d'un délai pour ce que le produit puisse être donné. Donc, pragmatisme et bon sens s'imposent. On fait attention à quels sont le jour où c'est retiré et quel est le jour où ça va être donné. Donc, le but, c'est d'avoir donc une collecte chaque jour pour que le produit soit retiré du rayon, collecté le même jour et distribué par l'association le même jour. Sinon, il faut établir un délai entre la collecte et la distribution. C'est ce qui se passe chez nous le samedi. On a des collectes le samedi, mais c'est distribué que le lundi. Donc du coup, les produits ADLC, on fait attention à bien respecter ce délai. Le samedi, on ne donnera pas de volaille et on ne donnera pas de steak haché par exemple. Parce qu'on sait que le lundi, ce sera plus bon. La norme de retrait anticipé qu'on a mise en place sur la partie prévention, ça va être un atout pour gérer les dons, puisque en général, sur les produits qui vont générer de la casse, on va avoir quand même des jours de vie. Un yaourt, on sait que quel que soit le jour de collecte et quel que soit le jour de distribution, il y a 6 jours. Donc on est tranquille. Et le bénéficiaire, du coup, lui, il a aussi des jours de vie quand ça arrive chez lui. En ce qui concerne les DLUO, donc date limite d'utilisation optimale, une fois cette date dépassée, on n'a pas de risque pour la santé humaine, c'est le produit qui va se dégrader. Une boisson qui va devenir moins pétillante, un biscuit sec qui va se ramollir. Mais le produit va être consommable pendant un moment après la date limite d'utilisation optimale. Et donc ça, c'est échange avec les associations pour savoir si elles acceptent ou pas les produits à DLUO dépassés. Aujourd'hui, l'ensemble des associations avec lesquelles on est partenaire récupèrent les dates limites d'utilisation optimale et les mettent à part du circuit de distribution pour que le bénéficiaire puisse avoir le choix de prendre ou pas les produits à DLUO, parce qu'il y a encore des bénéficiaires qui sont réticents à consommer des produits à DLUO dépassés. Moi je le fais très souvent et on n'est pas malade à la maison. Alors ensuite, le don, une fois qu'on a fait le don, il faut le suivre et puis il faut qu'on puisse assurer la traçabilité en termes de volume et de poids qui vont être indispensables à la défiscalisation, mais aussi en cas de retrait ou de rappel de produits, puisqu'on peut avoir un ordre de rappel sur un produit qu'on peut avoir donné. Donc il faut qu'on puisse identifier quelle association a été bénéficiaire du don pour qu'on puisse la mettre au courant. Et donc, pour que ce soit fait correctement, avec l'association, au moment où on signe le partenariat, l'association a rempli un questionnaire également où on a les coordonnées d'une personne qu'on peut contacter pour prévenir. En général, le produit aura été distribué, mais eux doivent aussi assurer une traçabilité des produits qu'ils ont distribués, et donc du coup, eux pourront après prévenir les bénéficiaires des produits qui chez nous, ont eu un ordre de rappel. Alors, le bon d'enregistrement qu'on va faire, il va servir de justificatif pour la défiscalisation. Donc on garde aussi les bons d'enregistrement. Donc chaque produit qui sort est identifié et on a un montant qu'on valorise et qu'on valorise en prix d'achat. On ne valorise pas en prix de vente. Donc prix d'achat. Ça devient un don comme un don financier.
Et toute entreprise étant assujettie à un impôt sur le revenu et à un impôt des sociétés, l'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% de dons et dans la limite de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Une entreprise n'est pas toujours bénéficiaire. Il peut y avoir un report pendant 5 ans. Peut-être qu'on va faire une super année et puis que le don sera supérieur aux 5 pour 1000 du CA. La différence, c'est pareil, elle pourra être reportée pendant 5 ans. On réclame un bon CERFA aux associations qui va justifier du montant de ce qu'on aura donné. Donc les associations repartent à chaque enlèvement avec le bon d'enregistrement, comme ça ils ont la liste des produits qu'on leur donne avec la valorisation. Nous on l'enregistre au quotidien sur un tableur Excel tout simplement avec le numéro du bon et puis la valeur. Et tous les trimestres, je fais une demande de bon CERFA. Alors pourquoi au trimestre? Parce que la première année, 2009, j'ai attendu une année pour récupérer les bons CERFA. Et certains bons CERFA n'ont pas été récupérés. Il y a des associations qui n'ont pas fait les bons CERFA. Bon, c'est tout, le produit il a été donné, il a été réutilisé et c'est du gaspillage. Par contre, nous, tout le travail qu'on avait pu mettre en place n'a pas abouti non plus à 100%. Donc maintenant, on le fait au trimestre et ça permet en plus d'avoir un lien avec l'association tous les trimestres et pas d'attendre une année pour avoir un contact avec eux. Donc, et en plus du contact trimestriel, on fait une table ronde une fois par an avec l'ensemble de nos partenaires. Et en même temps, on les convie tous ensemble, ce qui permet d'établir cet échange, c'est super important de pouvoir échanger avec eux. Eux vont avoir des demandes particulières. C'est aussi le moment de nous dire ce qui n'a pas été aussi sur l'année. Et puis ces rencontres sont toujours super enrichissantes. Et puis on peut aller les voir aussi directement sur leur site. Il y a 3 semaines, sur Retour d'expérience, on est allé au Secours populaire de Lille faire une réunion avec l'ensemble des responsables qualité de la centrale. Plutôt que de le faire en centrale ou dans un magasin, on a demandé au Secours populaire de nous accueillir. Donc ils nous ont accueillis dans une salle. Moi la veille, j'avais récupéré des produits issus des retraits rayons. Et le Secours populaire nous a fait le repas avec les produits issus du rayon. Quand on s'est fait une réunion don avec repas anti-gaspillage. Et puis c'est sympa de pouvoir visiter leurs locaux, de voir comment ils fonctionnent. Et puis ça permet aussi de nous assurer et de nous rassurer que la distribution est faite aussi dans les bonnes règles. Et puis ils ont plein d'idées et c'est des gens super charmants. Alors, sur Templeuve, le don aux associations caritatives en 2012, c'était 66 tonnes. Donc 16% de liquide, 58% de crèmerie. Alors la crèmerie, on sait en donner beaucoup parce que la date est longue. Et en liquide, on donne beaucoup. Et c'est surtout de l'eau. Parce que là, on revient sur le comportement du consommateur qui, s'il a besoin d'une bouteille d'eau, ne prendra pas la bouteille d'eau qui est toute seule dans le rayon, mais préférera aller craquer un pack et prendre une bouteille. Et donc du coup, on se retrouve avec des bouteilles d'eau qu'on n'arrive plus à vendre. Et donc régulièrement, on fait des dons. Donc du coup, d'eau. Une fois qu'on a un chariot complet, on fait un don aux associations. Et c'est énorme en quantité. Alors là, c'est le tableau sur Waterloo, sur notre exercice fiscal 2012-2013. On est en décalé par rapport à l'année civile. Et donc là, complètement transparent, vous avez l'ensemble des chiffres. Donc on a fait un total de dons de 340 000 € sur les associations. On avait 613 000 € de démarque et donc le ratio de dons
a été de 56% sur le global de cette année-là. Donc ça représente 248 tonnes de produits gaspillés, et dans ces 248 tonnes, donc c'est 115 tonnes qui ont pu être données, ce qui représente l'équivalent de 135 000 repas. En matière de défiscalisation, c'est un crédit d'impôt de 204 000 €. Alors c'est une somme qui n'est pas négligeable. C'est une somme qui est importante en plus quand on est dans un contexte économique comme celui où on est en ce moment, où il y a la guerre des prix, où les gens consomment aussi différemment parce que au niveau revenu c'est beaucoup plus difficile. Et un crédit d'impôt de 204 000 €, ça permet de pouvoir donner de la participation à une entreprise. Les centres Leclerc reversent 25% du bénéfice net de l'entreprise à l'ensemble de ses collaborateurs. Et les 204 000 €, donc de octobre 2012 à septembre 2013, donc sur cet exercice-là, ont permis de donner un petit peu plus de participation à nos collaborateurs. Donc c'est vraiment pas déclinant en termes d'éthique et en termes de vie d'entreprise, c'est aussi vachement important parce que tout le monde travaille aujourd'hui sur le don en magasin, tout le monde s'y met puisque chacun a son échelle, on trie, il y en a un qui va scanner la démarque, il y en a un autre qui va avoir rapport avec les associations, il y a mon assistante ou moi, on remplit les tableaux pour faire tout ça, on fait de l'affichage. Et donc, c'est un gain aussi pour l'ensemble des collaborateurs. C'est de leur dire, voilà, grâce aux dons que vous faites, grâce au travail que vous faites dans vos rayons au quotidien, c'est l'entreprise a gagné 204 000 €. Je ne sais plus. Donc là, c'est l'évolution du don gaspillage depuis 2009 sur le magasin de Waterloo. Donc en 2009, ça a été très difficile à mettre en place, donc 2009-2010, parce que trouver une association qui vienne chercher les marchandises, c'était compliqué, où ils n'avaient pas assez de bénévoles, où ils n'avaient pas besoin de la marchandise à l'époque, ou alors ils n'avaient pas les structures non plus pour transporter les produits. Et puis 2011 ça a été mieux, et puis 2012, effet inverse, 2012-2013 et encore plus cette année, les associations appellent directement en magasin pour demander si on n'a pas des produits à leur donner. Alors malheureusement aujourd'hui, je réponds, moi j'ai encore eu une épicerie solidaire la semaine dernière au téléphone, et je lui ai dit je suis désolée, mais là moi j'ai tous les jours qui sont pris. Et en cas de non-collecte d'une association, il y en a toujours une qui prend le relais, parce que du 1er janvier au 31 décembre, on donne, et on a des associations qui passent même les jours fériés. Donc on a une antenne du Scoop populaire qui vient des jours fériés, et eux fonctionnent à 3. Il y en a une qui prend le relais quand une autre est fermée. Donc malheureusement, je ne peux pas, donc j'oriente sur la centrale du coup, pour voir si d'autres magasins ne seraient pas intéressés. Donc nous, on a travaillé sur un guide de bonne pratique, sur l'anti-gaspillage en général, mais qui faisait le zoom un peu plus sur le don. Et on a donc listé les associations présentes sur régions 59, 62, 80 et 76, pour que ce soit plus facile aux magasins et de gagner du temps sur le don. Et puis après, il y a les associations qu'on ne connaissait pas, et donc on oriente du coup vers la centrale pour pouvoir redistribuer l'info à l'ensemble des responsables qualité. Et puis après, au niveau du ratio du don gaspillage, ça monte. Alors le ratio est différent sur la courbe par rapport à l'autre, puisque là je l'ai fait en année civile, pour que ce soit plus facile après à suivre en termes d'années. Donc de 5% en 2009, on est arrivé à 63% en 2013. Donc une réelle réussite sur le projet,
en mobilisant l'ensemble des acteurs, donc les collaborateurs et les associations. Alors, les recommandations pour que le don soit efficace, c'est de nommer une personne qui va être chargée de suivre les dons au quotidien. Il ne faut pas négliger les délais de mise en place de cette démarche-là parce que c'est long. Il faut fédérer l'ensemble d'un magasin, donc entre 100 et voire 300, 400 personnes sur les gros hyper. Il faut analyser tous les outils réglementaires qui vont pouvoir permettre d'encourager cette lutte contre le gaspillage. Privilégier les associations adhérentes qui sont sur une tête de réseau. Alors pourquoi ? Parce qu'en général, elles utilisent l'ensemble des outils réglementaires et tout ce qui est règles d'hygiène, tout ce qui est règles de traçabilité. Ils ont déjà quelque chose de bien cadré. La petite association de quartier, c'est plus difficile. Si on veut travailler avec une association de quartier, il faut faire du mécénat avec eux de compétences. Parce qu'il faudra les accompagner sur comment collecter, comment tracer les produits, comment redistribuer pour être sûr que ça puisse être distribué correctement. Même si après, à partir du moment où le produit a été donné, on n'est plus responsable du produit, en termes d'éthique, je pense qu'il faut accompagner aussi. Donc on peut prendre la petite association qui sera à côté, ou la petite épicerie solidaire, mais surtout il faut les accompagner. Et puis après, il faut intégrer l'ensemble des collaborateurs dans la démarche. Et ça, c'est important qu'ils soient tous, que chacun fédère cette démarche, parce que sinon on n'y arrive pas. Parce que c'est grâce à eux qu'on y arrive aussi, parce que c'est eux qui font le tri le matin en rayon. Moi qui vais faire le tri. Donc les 63% de dons, c'est grâce à nos collaborateurs. Nous, on les a accompagnés, mais c'est eux qui ont fait correctement les choses sur la surface de vente. Alors, au niveau de la valorisation, ça c'est plus récent. On l'a mis en place après. Je sais pas où je dois... Voilà. Alors l'objectif, c'était de mettre en place des voies de valorisation des invendus alimentaires en salle du magasin et de promouvoir une alimentation saine et équilibrée tout en contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire, puisque c'est de la transformation de produits frais qu'on va pouvoir faire. La méthode, donc la même que pour les dons, c'était d'identifier les produits les plus gaspillés. C'était de faire un état des lieux des capacités de production du magasin, parce que c'est bien de vouloir transformer les produits, mais si on est incapable de pouvoir y mettre les ressources, et si on n'a pas les outils pour le faire, on n'y arrivera pas. Et puis d'adapter et de concevoir des recettes liées aux contraintes du magasin aussi. Donc on prend bien tout en ligne de compte avant de faire quelque chose. J'appuie peut-être pas assez fort. Transformer donc pour donner une seconde vie au produit. Donc une réflexion a été d'abord engagée sur les voies les plus efficaces de transformation des produits invendus non commercialisables, mais parfaitement consommables. À la maison, quand on a une pomme qui va être un petit peu abîmée, on va enlever la partie un petit peu abîmée et puis on va la consommer. En magasin, on ne va pas pouvoir le faire parce que le consommateur ne veut pas de ce genre de produit. Donc, quand les produits sont retirés pour des raisons esthétiques, en cas de retrait anticipé ou en cas de surstock, ils ne vont pas en garder toute leur saveur et toute leur propriété. Donc, une intention va être donnée quand même particulièrement à la sélection des matières, une transparence totale sur les produits utilisés. On ne va pas mentir aux clients. Les produits qu'on transforme et qu'on leur revend après sont des produits issus de la valorisation et donc des produits qu'on a retirés des rayons et qu'on a retransformés. Et une production raisonnée et raisonnable, ça sert à rien de transformer en grosse quantité si on n'a pas la capacité de les vendre après. On ne va pas générer un gaspillage supplémentaire.
Alors, un des produits qu'on a pu mettre en place et qui est en succès, même auprès des gens qui n'aiment pas le pudding, puisqu'on l'a fait déguster en sortie de caisse à nos clients qui disaient non, moi j'aime pas le pudding, si, goûtez-le. Et ben, on a des clients qui n'aimaient pas le pudding et qui achètent notre pudding banane chocolat maintenant. Donc les rayons boulangerie, fruits et légumes qui ont donc de Waterloo qui représentent près de 50% du gaspillage total. Et le pain et la banane font partie du top 3. Et la brioche aussi, parce que le produit pudding n'est pas élaboré à partir du pain, mais à partir de la brioche. C'est meilleur quand même. Pour le pain, on est en train d'essayer de voir à faire du pudding salé. Mais c'est un petit peu plus compliqué à faire, donc il faut qu'on fasse... on fait des tests quand même avant, on teste les recettes, on les goûte, on sert de cobaye. Donc le produit élaboré qui a été conçu donc, avec le chef boulanger pâtissier. Donc moi je lui dis, et si tu nous faisais un pudding banane chocolat? Et puis il m'a dit, et pourquoi pas? Et puis franc succès. Donc en 2013, on a vendu 260 kg de pudding à Templeuve et 520 kg de pudding à Waterloo. Donc ou pudding nature ou pudding banane chocolat. Les deux réunis. Donc c'est des produits récupérés sur lesquels en plus, il faut se le dire, on fait de la marge aussi. Donc on gagne de l'argent en faisant du pudding. Non mais il faut être transparent complètement. C'est un produit de revalorisation qui marche très bien. On vend 1,50 €. Donc ça reste super correct en termes de prix. Donc 1,50 € pour 2 parts. Alors, par contre, 2 parts, c'est des grosses parts pour les gourmands. Ensuite, les smoothies et les purs jus. Donc ça a été testé d'abord sur magasin de Templeuve, sur magasin de Waterloo. On n'a pas aujourd'hui encore l'équipement qu'il faut pour pouvoir le faire, la ressource, le lieu. Donc pour l'instant, on reste sur Templeuve. Donc ils ont fait le point sur les fruits qui étaient les plus jetés. Ils ont fait le point après avec l'équipe qui avait travaillé sur les jus, les smoothies pour élaborer les recettes et les quantités de production. 75 litres de smoothie vont équivaloir à 225 kg de fruits donc, qui n'ont pas été jetés. Et on met un message d'information sur l'étiquette aux clients pour qu'ils puissent être au courant que ce sont des produits qui ont été retirés du rayon pour des raisons esthétiques. Donc en 2013, Templeuve a vendu 35 litres de smoothie et 2260 litres de jus de fruits. Alors, la plus grosse vente, c'est le jus d'orange en bouteille de 1 litre. On est sur du produit frais. On est sur un produit qui reste stable puisqu'il y a l'acidité de l'orange qui permet de garder aussi la stabilité du produit. Alors, les kits légumes. Donc là, les légumes toujours retirés pour raison esthétique des rayons. En 2012, donc, Templeuve teste les kits légumes prêts à cuisiner. Donc on met dans un sachet Kraft des légumes qui sont plus top au visuel. C'est pour ça qu'on les met en sachet Kraft. Par contre, on laisse quand même une ouverture de chaque côté si le client veut quand même regarder. Donc l'étiquette qui est mise au-dessus est mise plus sur le dessus, le sachet n'est pas plié. Et ça a rencontré un succès phénoménal, puisque pour 1 €, avec le kit soupe par exemple, le consommateur peut faire une soupe pour 4 personnes. Il prend ses légumes, il a la recette en plus sur l'étiquette du produit, il a juste à les acheter épluchés, puis à suivre la recette. Donc Templeuve, qui a une longueur d'avance sur les kits, a vendu 305 kits, et puis Waterloo, on a vendu 177. Alors, quand on fait de la valorisation de produits, il ne faut pas oublier la partie sécurité sanitaire, puisqu'on doit assurer un produit sain au consommateur. Donc, le plan de maîtrise sanitaire permet d'assurer la conformité aux exigences de sécurité sanitaire des aliments définis dans les règles européennes du paquet hygiène. Donc ça, c'est un peu notre charabia à nous, responsable qualité.
On doit pouvoir écrire pour l'ensemble des produits de valorisation les mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire à chacune des étapes de la transformation du produit. Donc à partir du moment où le produit est pris en rayon, jusqu'au moment où il va être mis après en rayon une fois qu'il aura été transformé. Donc nos obligations, c'est de maîtriser les températures, de respecter la chaîne du froid, respecter la traçabilité, puisque la banane que je prends en rayon, je dois savoir d'où elle vient, dans le produit que j'ai transformé aujourd'hui, par exemple. Si je fais un produit traiteur, parce que c'est des choses qu'on pourra faire aussi, je fais une bruschetta, j'y mets de la mozzarella, j'ai besoin de connaître le numéro de lot et la date de consommation du produit, parce qu'on peut très bien avoir un retrait ou un rappel de produit sur la mozzarella et donc pouvoir retirer les bruschetta qui sont vendus en rayon. On met en œuvre ce qu'on appelle la démarche HACCP, donc c'est une démarche pour maîtriser l'ensemble des points critiques qu'on pourrait rencontrer au cours de la fabrication des produits. Respect des critères microbiologiques, donc on doit faire des tests de vieillissement sur nos produits pour pouvoir y mettre une date et puis s'assurer que le produit sera sain. Et puis le traitement des non-conformités, parce que si on se rend compte qu'on a un problème, un retour client, un produit qui se dégrade, c'est de pouvoir mettre un plan d'action sur une non-conformité. Alors, le résultat sur la valorisation, donc ça c'est les données du magasin de Templeuve, donc c'est 0,6 tonnes de bananes récupérées, 7 tonnes d'oranges pressées et 1,3 tonnes de légumes récupérés. Donc ils ont réussi à réduire une partie du gaspillage de 50% en moins de 2 ans et de fidéliser une clientèle sur certains produits, puisqu'on voit que nos ventes augmentent. Alors, les recommandations, c'est d'établir un état des lieux et une étude de caractérisation, donc caractérisation des produits qui vont être retirés des rayons, et puis caractérisation après de ce qu'on va en faire. Mobiliser le personnel dès le lancement du projet, donc un peu ce qu'on a pu faire avec le pudding par exemple, où directement j'ai mis en collaboration le chef boulanger qui en a parlé avec son pâtissier, et puis après on a fait des tests, on a fait goûter à son équipe d'abord, on a fait goûter aux collaborateurs, et puis on se dit allez, on y va, c'est bon, on peut y aller. Communiquer auprès des publics cibles grâce à des actions concrètes et ludiques. Donc ça, je vous montrerai comment on l'a fait sur la partie sensibilisation. Et puis promouvoir les produits pour leur qualité, puisque on vend des produits frais. Si on prend un litre de jus d'orange pressé chez nous, c'est un produit frais. Donc en termes de qualité nutritionnelle, il n'y a rien de tel. Alors, sensibilisation des collaborateurs, parce que sans eux, on ne fait rien. On aurait beau tous avoir de beaux projets, si nos collaborateurs n'étaient pas sensibilisés et si on n'arrivait pas à les engager dans la démarche, on n'y arriverait pas. Donc on a vraiment, vraiment besoin d'eux. Donc le contexte, initiation de démarche de prévention des déchets en magasin pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser les clients à la réduction du gaspillage et attentes fortes des clients. L'objectif, dans un premier temps, c'est de sensibiliser les collaborateurs et de favoriser l'évolution des comportements de nos collaborateurs. On fait tous attention à ne pas gaspiller. Et puis après, ça devient une démarche aussi personnelle à la maison. La méthodologie, mise en place d'actions stratégiques et opérationnelles auprès des équipes, donc actions intégrées
le personnel à l'élaboration et au suivi des projets, et les actions, organisation d'actions concrètes avec des stands d'animation en galerie, des jeux concours en interne, l'intégration du personnel dans la tenue des stands et des dons d'invendus encore consommables. Donc en 2012, GreenTag a lancé le comité vert pour sensibiliser et former certains collaborateurs. Donc je vous présente là, c'est Green Potter. Le logo du comité vert qui a été décidé par l'ensemble des collaborateurs. On avait fait une proposition sur plus. Enfin, le comité vert avait cherché des idées, a proposé 4 logos, il me semble, à l'époque, et on a fait un vote. Un bulletin secret. Pour qu'on puisse avoir le choix du logo du comité vert. Donc les membres du comité vert sont des membres qui sont volontaires et on va avoir un représentant d'à peu près chacun des secteurs du magasin et qui vont être nos ambassadeurs sur le sujet. Donc le comité vert se réunit tous les 2 mois pour établir des plans d'action et chacun va pouvoir avoir 3 heures d'octroyées par mois sur son temps de travail pour pouvoir mener à bien sa mission. Donc déjà, il y a le temps de la réunion, y compris dans leur temps de travail. Et puis après, s'ils ont des actions, des recherches à faire, des associations peut-être à contacter, ça peut être fait, ce sera fait sur leur temps de travail. Donc leur mission, ce sera la réflexion et la mise en place d'actions concrètes pour moins gaspiller. La deuxième action déployée en 2012, c'est d'éliminer le mot « casse ». Puisque depuis toujours, en grande distribution, ce qu'on met à la poubelle, on appelle ça de la casse. Et on trouvait que ça banalisait trop le produit alimentaire qui était encore consommable. Donc du coup, on a décidé de remplacer le mot « casse » par le mot « gaspillage ». Et donc depuis le début, depuis que je vous fais la présentation, je vous parle de gaspillage et je ne vous parle pas de casse. La partie gaspillage a beaucoup plus de sens et de valeur et ça permet de prendre plus facilement conscience de ce qu'on va mettre à la poubelle quand on parle de gaspillage. Donc du coup, les collaborateurs n'ont plus le droit d'employer le mot « casse » en magasin. C'est terminé, c'est banni. Ensuite, il faut informer le personnel de ce qu'on fait. Eux font le tri en magasin, mais ils ont besoin de savoir le retour. Qu'est-ce qu'on a pu donner, qu'est-ce qu'on a pu valoriser. Donc du coup, on fait des affichages sur l'ensemble de ce qui a pu être donné. Alors, on a un tableau un petit peu plus grand et un peu plus petit, parce que pour pouvoir favoriser le tri fait correctement au magasin et donc le don, sur une année complète, on a fait les stats par rayon et pas par secteur. Et le fait de faire les stats par rayon, ça parlait beaucoup plus aux collaborateurs en disant « moi j'ai donné plus, t'as vu ?» Donc ça donne un peu d'émulation et ça a vraiment aidé à les sensibiliser aux dons. Sur l'exercice en cours, là, on est repassé au secteur parce que c'est bien. Mais pour un lancement de démarche, moi je le conseille comme ça au rayon. Alors ça prend beaucoup plus de temps à traiter, effectivement, puisqu'on a beaucoup plus de données à renseigner, mais l'impact est plus que positif. Alors, une autre action, on a fait une convention en 2012. On est tous allés dans une grande salle de cinéma pour une convention. Et à l'issue de la convention, on a eu un cocktail. Et le cocktail avait été réalisé par un traiteur avec des produits issus du magasin qui n'étaient plus commercialisables. Et il nous a fait des trucs excellents. Moi, je me souviens d'une brioche avec de la crème d'amande dessus qui avait été retoastée. C'est un délice. Et puis du jus de fruits qui était frais. Il avait fait des cakes, il avait fait plein de choses super sympas.
des verrines aussi, avec que des produits issus de la valorisation. Et à la fin, il lui restait aussi certains produits. Il avait présenté des fruits. Et les fruits, il avait décidé d'en faire de la purée de fruits et de la congeler pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc même lui, avec les produits qu'on lui avait donnés, il a évité le gaspillage du surplus qu'on avait pu lui donner. Et puis ça marque les esprits aussi. On montre qu'on peut faire des choses super sympas avec des produits qu'on n'avait pas achetés à la base. Alors ensuite, on communique aussi sur les reportages qui peuvent être faits, puisque Thomas Pochard participe à de nombreux reportages. Et puis on est venu, le magasin de Templeuve a le droit régulièrement à la presse qui vient filmer. Donc on relaye l'information en donnant les infos sur quand ça passe. Si c'est de la presse écrite, on photocopie la page de la presse et puis on l'affiche comme ça. L'ensemble des collaborateurs, c'est qu'on parle de nous. Et ça, c'est important. Envoyé spécial. On savait pas, on connaissait autant le premier, mais on ne savait pas qu'il y avait une suite. Alors, ils viennent un an après. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas le même jour de diffusion. Donc, ils étaient venus pour Envoyé spécial, ils étaient venus au départ du projet, voir comment, ce qu'on était en train de mettre en place. Et puis, ils sont venus un an après pour voir ce que ça avait donné, et puis si on avait avancé dans la démarche. 2013, mise à disposition dans les salles de pause de viennoiseries, de fruits et de yaourts qui ne sont plus commercialisables, mais qui sont consommables. Donc, disposition sur place, consommation sur place. Et ça, ils adorent. Et puis du coup, on s'est dit, c'est bien, on met ça en place pour nos collaborateurs. Et nous, cadres, on a décidé de manger le midi avec les produits aussi retirés des rayons. Donc, on mange ce que mon assistante de qualité nous remonte. Donc ça peut être un plat cuisiné, comme ça peut être un tourne d'eau avec une bonne salade, par exemple, en fonction de ce qu'on récupère. Donc tout le monde s'y met. Donc c'est 6% des invendus qui peuvent être redistribués en interne, et puis ça a un super impact. La viennoiserie, c'est plus sur le magasin de Templeuve que sur le magasin de Waterloo, parce que moi j'y vois l'aspect nutritionnel aussi, et je préfère qu'ils mangent des fruits et des yaourts quand ils vont en pause. Mais ça, c'est mon point de vue. Et le directeur du magasin est d'accord avec moi. Alors c'est vrai que la viennoiserie, on en met de temps en temps, mais on en met un peu moins. Ce qu'on peut faire aussi, des fois, c'est des produits d'épicerie aussi. De temps en temps, il y a des paquets de biscuits qui vont être abîmés. On en donne, mais on peut aussi leur en mettre à disposition. Puis le yaourt, on leur a acheté un frigo pour qu'ils puissent être conservés correctement et puis consommés aussi bien par les gens qui sont là le matin que les gens qui sont là l'après-midi. Alors, une autre action déployée, ça a été un lancement du jeu concours J'économise ma planète qu'on a remis en place cette année parce que ça a bien fonctionné. Donc les collaborateurs, quand ils achètent des produits issus, des produits de valorisation, des produits alliance locale, ou des produits bio, ou des produits... ils vont collecter un certain nombre d'étoiles. Alors ça, grâce à notre carte Leclerc, c'est des choses qu'on arrive à mettre en place. On passe la carte Leclerc et puis on sait collecter, en plus d'un ticket Leclerc, on sait collecter des étoiles. Et puis, à l'issue de la période, donc là c'était du 15 avril au 31 mai, celui qui avait le plus d'étoiles gagnait un cadeau.
manque de bol, c'est le chef qui a gagné. Donc il a remis son cadeau en jeu, et puis il y a eu un tirage au sort qui a été effectué pour le jeu, et puis après c'est des collaborateurs du magasin qui ont gagné. Donc on a remis en place là, et ça se termine au 31 mai aussi, comme l'année dernière. Et c'est vrai que c'est sympa à faire en plus. Et puis on relaye entre deux. Avant la fin du jeu, on dit voilà, combien il y a eu d'étoiles pour attiser un petit peu les gens. Je pense que c'est parce que je suis trop. Je fais ça. Alors l'été dernier, on a lancé un jeu DLC DLUO avant l'ouverture du magasin dans la galerie. Donc ça, c'était un truc sympa aussi. Donc on avait balisé le sol avec de la rubalise. Des questions ont été posées sur est-ce que c'est une DLC ou est-ce que c'est une DLUO, pour donner cet impact-là aussi aux collaborateurs et pouvoir aussi répondre correctement aux clients quand ils posent des questions au magasin. Donc ils devaient se mettre sur le centre du couloir, et puis en fonction si c'était oui ou si c'était non, ils avaient 3 secondes pour choisir le côté gauche ou le côté droit. Donc c'est des petits trucs un petit peu ludiques qu'on fait avant l'ouverture, 9h moins le quart, et puis à 9h tout est rangé. Mais ça crée en plus une cohésion d'équipe, et puis on fait ça régulièrement, des petites, alors pas forcément des actions qui sont en faveur du gaspillage, mais des actions qui seront en faveur de cette cohésion d'équipe magasin. La galette des rois, par exemple, c'est aussi l'occasion de réunir tout le monde dans la galerie. Je leur ai fait de la soupe de chicon. Alors moi je dis chicon parce que je suis du Nord, donc la soupe d'endive. Je leur ai fait de la soupe d'endive qu'ils ont le droit de goûter un matin, malheureusement. Mais c'était rigolo de pouvoir leur montrer que on avait enlevé les endives des rayons, et puis qu'avec on pouvait faire de la soupe. Donc on a tous eu droit. Alors ceux qui étaient là le matin avant l'ouverture avaient vu la soupe comme ça, et puis après on l'avait mise en salle de pause. Et puis les gens tout au long de la journée ont pu goûter le produit. Donc c'est vraiment des trucs sympas qu'on peut mettre en place en magasin, ça crée de la dynamique. Alors les recommandations au niveau de la sensibilisation, c'est de sensibiliser le personnel dès le lancement du projet, d'intégrer les équipes à l'élaboration des projets et d'informer le personnel. La sensibilisation, donc ça marche bien sur des animations concrètes et les jeux concours. Donc là, c'était une animation qu'on avait fait dans la galerie marchande. Donc sur le stand est présente une personne du comité vert et une hôtesse de caisse qui nous avait rejoint aussi. Et on parle des produits de valorisation, des produits de gaspillage. On va parler aussi des alliances en or, et puis on fait déguster, on va vraiment vers le produit et on intègre nos collaborateurs. Et ça c'est super. Alors on fait des photos, et puis après on fait un montage photo qu'on affiche aussi pour relayer l'information. Une enquête a été faite auprès des collaborateurs du magasin de Templeuve, et donc j'y ai extrait 2 questions, puisque c'était une enquête sur le bien vivre dans l'entreprise. Et donc le résultat de l'enquête nous a montré que 92% des collaborateurs déclarent que les actions qui sont menées dans le cadre du projet Green Cook les ont sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et 98% de nos collaborateurs déclarent être fiers de travailler dans un magasin engagé dans une telle démarche. Ces collaborateurs-là qui sont convaincus, ils vont en parler en magasin, mais ils vont en parler aussi en dehors du magasin. Donc ça permet aussi d'avoir une communication extérieure, et puis de sensibiliser du coup beaucoup plus de monde aussi. La sensibilisation du consommateur, et ça aussi c'est quelque chose qui est super important.
Donc le contexte, le gaspillage vient plus des ménages que de la grande distribution. C'est 76% chez les membres des ménages et 6,6% de la grande distribution. Donc ça, c'était rapport du ministère de l'Écologie, du Développement durable et du Transport du logement. Les supermarchés, c'est un lieu très fréquenté, 3000 passages par jour. Donc on a un public quand même assez large qu'on peut essayer de sensibiliser. Et à eux, après, de pouvoir aller reporter l'information qu'on aura pu donner en magasin. L'objectif, c'était de faire prendre conscience aux consommateurs que le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur, de faire adopter les bons gestes anti-gaspillage à tout le monde et de trouver des supports de communication, des messages les plus efficaces possibles. Donc l'enjeu, c'était de trouver la bonne méthode pour faire prendre conscience, parce que c'est pas forcément facile de trouver le bon support de communication. On a beau mettre des fois des super grandes affiches, les gens ne les voient pas, malheureusement. Et donc on a essayé de communiquer à l'époque où on avait décidé d'arrêter les prospectus, où on faisait une petite gazette qu'on distribuait à l'entrée du magasin et que les clients pouvaient remettre aussi pour que ça puisse être recyclé. Et donc, on avait décidé de mettre un message à l'intérieur de nos gazettes Voisins Naturellement. Et donc là, c'était un message sur différence entre DLC et DLU. Donc ça, c'était les premières communications. Malheureusement, qu'on a arrêté la gazette puisque nos clients voulaient absolument des prospectus. C'est un relais qu'on a arrêté de faire. Mais c'était un bon support à faire. Communication dans le stand, et ça marche vachement bien, le stand. Donc le stand Green Cook, à l'image de Green Cook, puisque la petite table, c'est le logo Green Cook. Et puis le site J'économise ma planète, sur lequel on relaye aussi beaucoup d'informations. Alors là, c'est nos affiches qu'on a mises en magasin, des affiches génériques sur les 4 grands thèmes. Je conserve, je cuisine les restes, je planifie les menus et je dose les portions qui ont été mises en rayon. Donc on a mis des grandes affiches 4x3 qui ne sont pas forcément super vues par nos clients. Et on a mis aussi des affiches avec les produits. Et là, ça marche mieux. Des fois, il vaut mieux une petite affiche à proximité du produit qu'une grande dans un rayon. Alors, les bilans de la campagne 2010-2011, on a fait une étude qui a été réalisée en avril 2012 pour connaître le bilan de notre campagne. Donc, au niveau de la visibilité, efficacité des prospectus, médias et animations, les affiches peu visibles. La compréhension, le message avait été bien compris et apprécié. Les impacts sur les courses, affluence sur les quantités achetées, prêt à acheter des smoothies et des jus. Les points qui sont améliorés, c'est moins d'influence sur le choix des produits achetés au niveau du calibrage, la couleur des fruits et légumes. C'était un petit peu plus difficile au niveau du visuel. L'impact à la maison, 73% déclarent ne pas gaspiller et près d'un tiers quand même gaspillent au moins une fois par semaine. Et l'image du magasin, on était sur une image positive sur ces 2 années de communication client. Les clients n'ont pas conscience du gaspillage qu'ils génèrent parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait qu'au bout d'une année, ça peut être beaucoup. Et puis ils pensent que c'est la faute des autres. Ils attendent plus d'exemplarité de leur supermarché. Ils ont un écart donc entre cette perception et la réalité, puisqu'ils veulent que nous on soit plus exemplaires, mais finalement les hypermarchés gaspillent moins qu'eux. Donc ils ne se rendent pas compte en fait au final qu'on est déjà plus exemplaires qu'eux et que c'est à nous du coup d'aller de les aider dans la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Et puis d'adapter la communication donc, aux attentes du client, plus centrée sur des actions magasin que sur du discours qui sera culpabilisant. Donc voilà ce que c'est de leur dire, ben, voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous pouvez faire comme recette anti-gaspillage. Si je prends l'exemple du radis, par exemple, on mange les radis, on jette les fanes. Alors, on a communiqué les petits livrets recettes, où avec les fanes de radis, on peut faire de la soupe. Donc avec une botte de radis qu'on va payer 1,50 €, on peut faire un repas équilibré avec un produit cru, un produit cuit, et puis pour pas cher du coup. Donc ça, c'est des choses... à nous de leur donner des idées pour pouvoir changer leurs habitudes et pas leur dire c'est pas bien, vous gaspillez. Sur 2012-2013, on a continué les dégustations sur place des produits qu'on transforme. Donc on a fait déguster smoothie, jus et les puddings bananes. Et puis on en profitait en même temps pour exposer les kits de légumes, pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que leur déguster de la soupe, c'est compliqué puisqu'il faut la déguster chaude et que du coup il faut qu'on la garde à 63 degrés à cœur et c'est compliqué sur un stand d'animation. Il faudrait qu'on essaye le gazpacho à la limite. Donc ça marche pas mal puisque on se rend compte que les clients qui goûtent sont plutôt tentés d'aller acheter le produit. La dernière animation qu'on a faite, c'était la semaine sur la réduction des déchets. On n'a pas assumé la quantité de pudding. On a tout vendu et puis comme on fait le pudding en fonction de la brioche qui n'est plus vendable, si on va pas aller chercher de la bonne brioche pour en faire, ce serait pas dans l'image. Donc certains clients n'ont pas pu profiter du pudding banane. Un petit produit qu'on fait aussi sympa et que je n'ai pas présenté, sur lequel on communique, qui marche très fort, c'est le pain chocolat à la crème. Le pain chocolat de la veille avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Et ça fait aussi un tabac. On peut, avec les croissants aussi, on le fait. Alors la communication avec toujours le site J'économise ma planète et puis les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, puisque on est présent sur les réseaux sociaux aussi, et puis on va délivrer des messages. Moins que vous. Le jeu concours qu'on avait lancé pour nos collaborateurs, on l'a mis en place aussi pour les clients. On l'a refait aussi cette année, donc ça a vachement bien marché aussi. Donc c'est pareil, des cadeaux, et puis on reste dans la cuisine puisque c'était une carte, il y avait entre autres une carte cadeau de 2 heures de cours de cuisine à l'atelier des chefs qui était offerte. Donc ça avait bien marché. L'impact étoile, donc quand on lance le jeu, on le lance avec un stand. Donc là, quand on a lancé le jeu sur les étoiles cette année, on a profité de la semaine de réduction des déchets de nos stands pour communiquer sur ces produits en leur disant que s'ils avaient la possibilité de les acheter et de les goûter et qu'en plus ils pouvaient participer à un jeu concours. Et donc on distribue une petite leaflette à l'entrée du magasin où on a la manière dont se passe le jeu et puis quels sont les produits concernés. Et les produits après sont balisés en rayon, ils ont tous une affiche. Alors ensuite, communication sur les ateliers gourmands. Alors au départ, quand on a commencé à faire la valorisation, on mettait produits anti-gaspi dessus. Puis la connotation n'était pas top en fait, ça freinait un peu. Donc une marque a été créée, donc les ateliers gourmands. L'objectif, c'était d'apporter un vrai positionnement et une vraie identité au produit. Et quand on lance du coup un produit atelier gourmand, il faudra bien qu'il soit issu
d'une filière. Alors ça peut être un produit avec des produits d'alliance locale, par exemple. On peut faire de la fabrication comme ça, ou alors des produits issus de la revalorisation, mais ce qui permet de montrer que on va avoir un contrôle sur ce qu'on va manger local, donc du coup, au niveau environnement, ça a un impact le fait d'acheter un produit des ateliers gourmands, ou alors ça aura un impact aussi sur leur environnement par rapport aux déchets qui est pas généré. Alors, les recommandations pour sensibiliser le client: privilégier les animations interactives et démonstratives, éviter de véhiculer des messages culpabilisants et miser sur l'humour. Donc, on est allé rechercher les affiches, où on a fait des affiches aussi trop belles, trop bon pour être jeté, c'est vrai, j'ai pas un physique facile. Donc ça c'est plutôt sympa. Mettre en lumière les bonnes pratiques du magasin, pour montrer aux consommateurs ce que le magasin met en place pour lutter contre le gaspillage. Intégrer ces actions dans une démarche globale d'alimentation et de qualité. C'est pour ça que sur la partie atelier gourmand, on a voulu aussi intégrer les produits d'alliance locale, et quand on met des actions en place, des animations, on intègre aussi toujours les produits d'alliance locale. Favoriser le changement de comportement, donc incitation, on les incite à acheter sous forme, en ayant un cadeau derrière, on les incite à acheter les produits pour qu'ils les goûtent, et en général le client en revient. On planifie des animations sur les temps forts, donc semaine de réduction des déchets, les semaines de développement durable, et recourir à une équipe d'animation dynamique et formée. Alors, on fait les animations avec le personnel du magasin, mais c'est vrai que le vendredi et le samedi, c'est un petit peu plus difficile de mobiliser les gens du magasin pour pouvoir être sur place sur leur stand. Donc de temps en temps, on fait appel à des gens qui sont formés et qui connaissent aussi le gaspillage et l'environnement pour pouvoir communiquer correctement les bons messages. Alors, le résultat: test de multiples supports et de formats de communication. Donc, les plus efficaces, c'est le jeu concours, c'est les stands pédagogiques et communication via prospectus ou médias. Les moins efficaces, c'est les affiches, les flyers et le site internet. Donc, on a eu environ 6500 clients sensibilisés à la démarche, amélioration d'image de marque du magasin aussi. Alors, la sensibilisation client, ce qu'on essaye de faire, c'est de noter le nombre de clients, ou de faire remplir aux clients aussi de temps en temps un petit jeu concours écrit. Comme ça permet de voir quel est le nombre de clients qui a pu répondre et d'avoir des statistiques. Alors, conclusion, je ne sais pas si je suis dans les temps. Alors là, on a la nouvelle caractérisation des déchets, après la mise en place du don et après la mise en place de la valorisation. Donc on part toujours de la commande, la réception de marchandises, mise en stock, transformation, l'équarrissage, mise en rayon, l'achat client, les retraits des rayons. Donc quand je retire le produit du rayon, il peut être valorisé et réacheté par le client du coup. Il peut être donné et donc utilisé par les bénéficiaires, ou il peut être éliminé avec les mêmes parcours. Quand j'enlève du rayon pour des retraits rappels, on peut soit éliminer, soit donner en fonction du message qu'on aura lu de notre centrale. Avant un retrait, on mettait à la poubelle. C'est un peu compliqué, des fois il est encore consommable. Si je prends l'épisode la viande de cheval dans les lasagnes ou dans les raviolis, les lasagnes elles étaient surgelées, donc on n'avait pas donné parce que c'était compliqué pour les associations de pouvoir
pour pouvoir emmener le surgelé et puis pouvoir le stocker. Par contre, on avait des boîtes de conserve, de raviolis à base de viande de cheval. Et on était en pleine opération prospectus et j'avais entre 5 et 10 palettes de raviolis en magasin que je devais jeter. Et puis au début, la centrale a dit non, et puis après elle a dit on ne sait pas, et puis après elle a dit le magasin fait ce qu'il veut. Celui qui veut donner donne, et puis celui qui ne veut pas donner donne pas. Donc moi j'ai contacté le secours populaire qui m'a dit bon, on va venir chercher quelques boîtes, on va voir ce que ça donne quand même avant. On va en mettre dans la distribution, voir le retour qu'on a des bénéficiaires quand même. Et puis ça a super bien marché, et donc ils sont venus nous chercher nos palettes. Donc deux bénéfices, puisque le secours populaire, lui, il était content parce qu'il avait des raviolis à donner à ses bénéficiaires. Et puis nous, on n'a pas dû gérer le traitement du déchet, parce que en poids, c'était pas mal. Donc on a fait aussi une économie là-dessus. Et depuis l'épisode viande de cheval, on a régulièrement maintenant des retraits de produits où on nous autorise à donner le produit quand il n'y a pas de danger derrière. Alors ça peut être du produit alimentaire ou non alimentaire. On en a eu un, c'était du shampoing ou du gel douche, où il y avait un marquage qui n'était pas bon. Alors, on n'avait plus le droit de le vendre à cause du marquage. Par contre, on avait le droit de le donner parce que il peut être, il n'y avait pas de problème, il pouvait être utilisé. La seule chose, c'est que le message doit correctement partir à l'association. Donc on imprime le retrait, le motif de pourquoi le produit est retiré. On fait bien un bon de sortie en don associatif. Par contre, on le valorise à 0. Puisque nous, on est comme ça, un retrait de produit, c'est de la faute du fournisseur le retrait, donc lui nous rembourse le produit, mais nous on le donne à 0. Et ça, on garde bien la traçabilité du produit. On a pu donner du riz aussi il n'y a pas très longtemps. C'était un produit alimentaire, le riz il était complètement consommable, mais il manquait quelque chose sur l'emballage, donc interdit à la vente, mais possible d'être consommé. Donc ça, c'est une réelle avancée aussi, parce que les produits en retrait, on n'en jette pas des tonnes, mais on en jette quand même, et c'est vrai que ça permet de lutter contre le gaspillage. Alors le petit zoom sur la banane, parce que la banane, c'est quand même un produit... on ne va pas dire néfaste, mais presque contre l'environnement, puisque ça utilise déjà beaucoup d'eau à la base pour la produire, la distance que ça a pour que ça arrive chez nous. Et puis le consommateur, il avait jaune, il n'avait pas taché. Et puis c'est vrai que ça vient vite tacher. Et donc, pour des raisons esthétiques, la banane, elle est enlevée. Donc c'est 3 tonnes de bananes gaspillées en 2013. Non, 3 tonnes en moins gaspillées en 2013 chez nous, soit 95% des invendus qui ont pu être retransformés. Mais c'est vrai que le gaspillage de la banane, ça se compte en tonnes. En plus du pudding banane chocolat, on a décidé de faire de la banane premier prix. Donc la banane que le client ne veut plus, parce qu'elle est tachée, on fait des petits sachets avec, et puis on la vend, je crois, 80 centimes du kilo, et ça marche vachement bien. C'est des produits... Alors la banane, elle est à consommer tout de suite, mais moi personnellement, je la préfère un peu tachée que quand elle est jaune, elle a quand même plus de goût. Donc il y a un réel truc à faire sur la banane, là, en hypermarché, qui coûte rien du tout, parce que finalement, la banane, j'enlève de rayon, plutôt que de la mettre dans un carton pour la mettre à la poubelle, j'enlève et je la mets dans un sachet. Le seul truc, c'est d'aller l'étiqueter à un moment donné, mais ça prend rien du tout comme temps. Donc, au niveau des recommandations, l'étape de mesure est primordiale avant toute action de prévention. Elle va permettre d'établir un diagnostic du magasin, d'identifier quels sont nos gisements de déchets et quels sont ceux qui ont une plus grande incidence au magasin, d'identifier les gisements des déchets alimentaires les plus lourds et réduire le coût de traitement des déchets.
parce que il y a le déchet qui est important en termes de valorisation euro, mais on a aussi le coût du déchet qui va peut-être pas coûter cher en valorisation euro, mais qui est lourd et qui va nous coûter cher en termes de déchets. Les différents indicateurs et les différents ratios vont permettre de cibler les priorités en fonction du but qui va être recherché, réduction de l'impact environnemental, le gain économique, l'impact social, et puis d'adapter son discours à l'interlocuteur, et puis donc directeur de magasin, chef de rayon, partenaire associatif, en fonction de la personne qu'on a en face de soi. On va adapter son discours à un directeur de magasin ou un chef de rayon. On lui dira, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, on ne va pas lui parler d'impact environnemental, on va lui parler de sous. Directeur de magasin, on va lui dire ce que tu vas donner, tu vas pouvoir défiscaliser. En plus, ce que tu vas donner, c'est ce que tu ne mettras pas à la poubelle. Et du coup, c'est ce que tu n'auras pas comme budget à donner pour traiter les déchets. Le chef de rayon, il dit ouais, mais moi, ça m'importe quoi d'aller donner le produit, ça rentre quand même dans mon gaspillage, dans son compte d'exploitation, c'est pareil. Hein. Oui, mais à la fin, à la dernière ligne, en bas du compte d'exploitation, ça se voit puisqu'il y a l'impact fiscal qui est dessus. Et puis les partenaires associatifs, eux, c'est plutôt l'impact social pour lequel on pourra parler. Sur la partie gain en termes de diminution, on va dire, de coût de traitement de déchets, on arrive à avoir un compte déchets qui ne coûte rien en magasin. 2013, on n'a pas fini de faire boucler toutes les statistiques, mais 2012, le déchet n'a rien coûté. Parce qu'on donne, parce qu'on valorise, et que du coup, on diminue le déchet. Et qu'à côté de ça aussi, on a les filières déchets carton plastique qu'on revend. Donc quand on prend le déchet dans sa globalité, c'est zéro. Et ça, un directeur de magasin, ça parle. Donc premier résultat du projet sur le magasin de Leclerc Templeuve, diminution du gaspillage de 50% ou 100 tonnes. Ça a nécessité des changements de regard et de comportement en interne, un changement de vocabulaire. Donc on parle plus de casse mais de gaspillage, et on parle plus de déchets mais d'invendus. Puisque c'est plus des déchets puisqu'on les réutilise. Au niveau des bénéfices, donc l'impact social, selon l'ADEME, un repas moyen pour un adulte, c'est 855 grammes. Gaspillage alimentaire évité donc sur Templeuve, c'est 85 500 équivalents repas par an. Impact économique hors coût caché, coût de traitement de déchets, c'est 80 € de la tonne. Donc le coût pour ces 100 tonnes, c'est 8 000 € de gagné pour le magasin pour une année. Au niveau de l'impact environnemental, c'est une émission de 33 kg CO2, équivalent CO2 par tonne méthanisée, collecte comprise, soit 3,3 tonnes d'équivalent CO2 évité. Donc impact social et aussi impact environnemental. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un réel projet d'entreprise. L'ensemble des magasins, donc chez nous, y participent et les drives ont intégré la démarche depuis leur ouverture. Et sur le drive, c'est encore plus facile. On peut arriver à 80% de dons sur un drive, puisque dans le drive, on n'aura pas déjà le comportement consommateur qui va générer des déchets parce que le produit il a été mis hors froid ou au congélateur, parce qu'il n'a pas voulu de la bouteille d'eau. Vous avez de l'eau par exemple sur le drive, on n'en donne pas, sauf si on a eu un pacte d'eau qui est tombé et que du coup le reste on le donne quand même. Le drive, on a réussi à avoir une association par jour qui passe, comme pour les hyper. Et donc là, on a la courbe depuis janvier, on arrive donc à donner plus de 80% sur voilà. C'est bon.
drive, 1, 2, 3, 4, il y a à peu près 40 000 € de marchandises qui ont pu être données. Alors c'est aussi notre projet d'entreprise puisqu'on met en place une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc on a commencé à la mettre en place l'année dernière et donc comme ça a un impact social sur nos collaborateurs, ça fait partie de notre projet d'entreprise. C'est de chasser tout type de gaspillage dans l'entreprise, donc pas forcément plus que de l'alimentaire, ça peut être de l'électricité, ça peut être du matériel, c'est de prendre soin au quotidien de ce qui nous entoure et de privilégier les partenariats locaux. Et dans nos valeurs, on a le respect, le pragmatisme, le pionnier et la solidarité. Et donc la partie don fait donc partie complète de nos valeurs d'entreprise. Voilà, merci beaucoup.